Vous pensez connaître la douleur de Garou, mais la science explique ce que vos yeux ignorent. Selon la psychologie sociale, 70% des gens sabotent leur identité pour appartenir à un groupe, mais Garou a choisi la fidélité à son propre traumatisme. Comme Madara et Stein, il prouve que le rejet n'est pas une fin, mais un carburant technique pour l'évolution. Votre force de résilience ou simplement une armure pour ne pas se briser. Je vais vous montrer comment cela se reflète sur votre vie maintenant. Viens avec moi. Sérieusement, nous grandissons en entendant que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, mais personne ne vous prévient que la survie a de lourdes conséquences sur notre santé mentale. Avez-vous déjà pris le temps de vous demander si cette peau épaisse que vous avez créée est une véritable force ou simplement le résultat de tant de coups de la vie que vous avez cessé de ressentir? Ce que le rejet a fait à Garou est un miroir dangereux et ce que vous refusez de voir, c'est que vous suivez peut-être le même scénario. Dans le passé, nous regardions les méchants et ne voyions que le mal. Aujourd'hui, la psychologie sociale nous montre que des personnages comme Garou, Madara et Stein sont des survivants d'un système qui les a isolés. Je révélerai des détails que presque personne n'a remarqués, des couches cachées sous l'armure du monstre humain qui montrent une discipline, une sérénité et un silence effrayant. Préparez-vous, car ce que je vais vous montrer maintenant pourrait vous faire me détester pour avoir touché votre blessure. Votre quête pour être le meilleur consiste-t-elle à dépasser vos limites ou à prouver quelque chose à ceux qui vous ont tourné le dos? La vérité est que le rejet n'est pas une phase, c'est un parasite qui s'installe dans votre identité. Vous commencez à vous isoler, cela devient plus difficile à gérer sans vous en rendre compte, vous changez d'essence pour ne plus être blessé. Garou est le pilier stable de cette douleur, il n'a pas été découragé, il a été forgé par elle avec une loyauté et un honneur que la plupart d'entre nous n'ont pas le courage de soutenir. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous découvrirez sur la théorie de l'identité sociale qui lui est appliquée vous époustouflera. Si vous sentez que vous êtes aux prises avec des batailles que personne ne comprend, abonnez-vous et laissez un like pour que nous puissions continuer à explorer ces profondeurs ensemble en gardant vivante cette recherche de compréhension de ce qui nous anime en silence. Mais regardez, ce qui vient ensuite, c'est là que le masque du Garou tombe vraiment. Et je vous garantis que la prochaine partie est ce qui séparera ceux qui regardent pour s'amuser de ceux qui recherchent une véritable évolution. Vous savez ce poids que vous ressentez sur vos épaules après une journée où il semble que rien de ce que vous faites n'est suffisant? Ce sentiment que, peu importe vos efforts, le monde a déjà décidé qui vous êtes avant même que vous ouvriez la bouche? C'est exactement là que l'on commence à comprendre ce qui s'est réellement passé dans les coulisses émotionnelles du Garou. Le problème est qu'on se concentre trop sur les frappes, les techniques d'arts martiaux et la transformation physique, mais on oublie que le corps n'est que le dernier à savoir ce que l'esprit a déjà décidé depuis longtemps. Le rejet n'est pas un événement isolé qui se produit et disparaît. C'est comme un poison à action lente qui modifie vos voies neuronales. Pour le Garou, être le monstre n'était pas un choix crapuleux de quelqu'un qui voulait voir le monde brûler, c'était une échappatoire psychologique pour survivre dans un environnement où être bon n'a jamais été une véritable option pour lui. Lorsque nous regardons son enfance, nous constatons un schéma qui se répète dans la vie de milliers de personnes. Imaginez la scène. Un garçon seul, regardant la télévision, voyant le héros toujours gagner et le monstre, qui souvent défendait simplement son territoire ou agissait par instinct, être humilié et vaincu sous les applaudissements de la foule. Pour la plupart, ce n'est qu'un divertissement. Pour Garou, c'était un miroir. Il se considérait comme le méchant parce qu'il sentait que la société l'avait déjà placé dans ce rôle. C'est le concept de prophétie autoréalisatrice en psychologie. Si tout le monde autour de vous vous dit que vous êtes le problème, votre esprit finit par accepter cela comme une vérité absolue pour arrêter de lutter contre le courant. Il a cessé d'essayer d'appartenir au groupe des héros parce que la douleur d'essayer et d'être rejeté était bien plus grande que la douleur d'accepter sa propre solitude. Cette transformation mentale génère ce que nous appelons la mentalité d'un seul homme gang. Dans la vraie vie, on le remarque lorsque quelqu'un commence à s'éloigner, à réagir plus durement ou à adopter un regard plus froid. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est un mécanisme de défense. Le corps du Garou commença à refléter cette tension. Si l'on regarde attentivement les scènes où il reste immobile, se contentant d'observer ses adversaires, il y a une rigidité,
Une volonté d'attaquer qui ne vient pas de la confiance, mais d'une peur constante d'être à nouveau pris au dépourvu. Il ne fait confiance à personne car, dans son esprit, la confiance est le tapis rouge que l'on déroule pour que passe la trahison. Lorsqu'il décide de chasser des héros, il ne se contente pas de combattre des personnages puissants. Il cherche à détruire le symbole de ce qu'il excluait. C'est une tentative désespérée d'inverser la hiérarchie sociale que le R l'a qualifié de déchet. Mais il se passe ici quelque chose d'encore plus profond, quelque chose qui touche à notre propre besoin de validation. Souvent, nous nous retrouvons à faire des choses que nous ne voulons pas simplement être acceptés. Et lorsque nous échouons, l'impact psychologique est dévastateur. Garou a poussé cela à l'extrême. Il décida que s'il ne pouvait être aimé pour sa justice, il serait respecté pour sa terreur. C'est une manière déformée de rechercher l'importance. La vérité cachée est que derrière chaque muscle tendu et chaque regard haineux se cache un profond désir d'être vu. Le problème est que son esprit a créé une armure si épaisse qu'il ne peut plus distinguer où se termine le traumatisme et où commence son véritable moi. Il est devenu un pilier stable de la douleur, et il est effrayant de réaliser à quel point sa discipline est alimentée par ce carburant toxique. Ce besoin de se protéger crée un isolement émotionnel si grave que la personne commence à anticiper le rejet avant même qu'il ne se produise. Vous savez, quand vous n'essayez même pas quelque chose parce que vous savez déjà que cela va échouer, ou lorsque vous vous éloignez de quelqu'un de gentil parce que vous êtes sûr que cette personne vous décevra à l'avenir. C'est le garou qui est en vous et qui agit en vous. Dans l'anime, nous le voyons lorsqu'il refuse toute forme d'aide ou de véritable alliance. Il préfère être battu seul plutôt que de gagner ensemble, car une victoire partagée nécessiterait de la vulnérabilité, et la vulnérabilité est un luxe qu'il ne peut plus s'offrir. Sa discipline ne consiste pas à devenir le meilleur par amour de l'art, mais à devenir si fort que personne d'autre n'a le pouvoir de lui dire non. Les décisions qu'il prend, face à des adversaires bien plus forts alors qu'il est aux portes de la mort, révèlent une recherche d'une forme de rédemption par la souffrance. C'est comme s'il sentait que plus il souffre, plus il justifie sa colère. Et c'est là que la psychologie de ce personnage commence à devenir vraiment inquiétante, alors qu'il commence à perdre le contrôle de sa propre humanité. Il ne se contente plus de se battre, il se désintègre. L'impact psychologique de vivre dans un état constant de guerre contre le monde amène le cerveau à donner la priorité à la seule survie, désactivant ainsi les zones responsables de l'empathie et du lien social. Garou devient une machine de combat non pas par choix technique, mais par nécessité biologique de supporter le poids d'être détesté par tout le monde. Le plus marquant est de se rendre compte que le silence du garou, cette absence de grands discours sur ses sentiments, est ce qui le rend si réel. Dans la vraie vie, ceux qui souffrent vraiment font rarement des histoires. La douleur profonde et silencieuse, c'est une tension constante dans la nuque, c'est le regard qui ne se concentre jamais complètement sur l'autre. Il est devenu le résultat de tout ce qu'il a vécu et, surtout, de tout ce qu'il a refusé de traiter. Il croit que la force physique peut guérir la blessure de l'âme, mais ce qu'il fait, c'est simplement couvrir une infection avec un bandage d'acier. À chaque combat, il s'éloigne de ce garçon qui voulait juste que les règles soient justes pour les deux camps, pas seulement pour celui qui porte la cape du héros. Ce cycle de douleur et de dépassement crée une image mentale très forte. Un homme qui porte le poids du monde sur ses épaules, mais refuse de plier les genoux car il sait que s'il tombe ne serait ce qu'une seule fois. Personne ne lui tendra la main pour l'aider à se relever. Cette perception que le monde est un lieu hostile change complètement la façon dont il interprète les gestes des autres. Même un acte de miséricorde est perçu par lui comme une offense, un signe de la supériorité du héros sur le monstre. Il est piégé dans un paradoxe où la seule façon de se sentir vivant est d'être constamment en danger, car ce n'est qu'au bord de la mort qu'il peut faire taire les voix de rejet qui crient dans sa tête depuis son enfance. Toute cette structure mentale, aussi solide qu'elle puisse paraître, cache une fissure que la plupart d'entre nous refusent de voir, tant chez le garou qu'en nous-mêmes. On admire sa résilience, sa capacité à se relever après avoir reçu des coups qui tueraient n'importe qui, mais on se demande rarement ce qu'il reste d'un homme lorsqu'il n'est animé que par ce qui lui a été refusé. Il se transforme en quelque chose qui n'est plus humain. Mais cette déshumanisation a commencé bien avant les mutations physiques.
Cela a commencé au moment où il a accepté que la solitude était sa seule alliée fidèle. Et c'est précisément à ce stade que les choses changent, car il y a une limite à ce que l'esprit humain peut endurer avant de s'effondrer d'une manière sans retour. Mais que se passe-t-il lorsque ce monstre trouve quelque chose qu'il ne peut pas simplement frapper ou détester? Que se passe-t-il lorsque l'armure de la haine rencontre une résistance qui n'est pas physique, mais morale? Le coût psychologique d'être le méchant dans une histoire que vous n'avez pas écrite vous-même est bien plus élevé que ce que le garrot réalise, et il est sur le point de payer le prix ultime pour ce choix. C'est là que nous commençons à voir les fissures dans votre foi philosophie du mal absolu. Et ce qui se cache derrière cet effondrement est quelque chose qui vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la force et la faiblesse. Après tout, la plus grande bataille du garrot n'a jamais été contre Saitama ou l'association des héros, mais contre la partie de lui qui insiste encore sur les sentiments. Et ce qui se passe ensuite est ce qui sépare véritablement les hommes des monstres, révélant une vérité sur le sacrifice que peu de gens ont le courage d'affronter de front. Profitant de ce climat, j'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà ressenti le besoin de vous créer une armure émotionnelle pour faire face à une situation difficile, tout comme le garrot? Parfois, nous pensons que nous sommes seuls dans ces batailles internes, mais partager ces expériences nous aide à réaliser que ce que nous ressentons est bien plus commun qu'on ne l'imagine. Donnez ci-dessous votre point de vue sur ce besoin de protection. Cet échange est ce qui fait de notre communauté un lieu où nous comprenons véritablement les couches les plus profondes de ces histoires. Restez à l'écoute, car ce que je vais vous dire maintenant sur le moment où l'esprit du garrot atteint enfin son point de rupture va complètement changer votre perception de ce que signifie être résilient et du danger de devenir cette chose que vous redoutiez le plus. Vous savez, il y a un dicton qui dit qu'un naufragé ne craint pas la tempête, car il est déjà mouillé. Pour le garrot, le rejet est passé d'un événement traumatisant à l'air même qu'il respire, et c'est ici que l'on assiste à un changement de mentalité à la fois fascinant et effrayant. Il a arrêté d'essayer d'entrer dans la fête et a décidé de défoncer la porte de la maison. À la base, la psychologie du monstre humain ne concerne pas le mal, mais la reprise du contrôle. Lorsque vous êtes constamment rejeté, votre esprit comprend que le monde est un endroit où vous serez toujours ciblé. Ainsi, dans un souci de survie émotionnelle, vous prenez une décision radicale. Je rejetterai le monde avant qu'il n'ait la chance de me rejeter à nouveau. C'est une inversion du pouvoir. S'il est le méchant, c'est lui qui dicte les règles du jeu. Il n'attend plus l'approbation de personne, et c'est cette liberté née de la douleur qui le rend si imprévisible. Dans la vraie vie, nous constatons ce comportement chez des personnes qui deviennent excessivement distantes ou difficiles. Vous connaissez ce collègue ou cet ami qui semble toujours sur ses gardes, qui ne laisse jamais personne s'approcher suffisamment pour voir ses faiblesses. C'est l'impact psychologique d'années de micro-rejets accumulés. La personne devient un labyrinthe émotionnel. Dans l'anime, nous le voyons lorsque Garou regarde les héros être célébrés pour avoir fait le strict minimum, tandis que lui, qui s'est entraîné jusqu'à ce que ses os crient, n'est considéré que comme une menace. La scène dans laquelle il affronte Bang, son ancien maître, est remplie d'une vérité cachée dévastatrice. Il ne déteste pas son maître, il déteste le fait que même dans le dojo, le seul endroit où il devrait se sentir en sécurité, il ait réussi à échapper à l'étiquette de « problème ». Cette dynamique crée une coque si rigide que les garous en viennent à comprendre le monde à travers les conflits. Pour lui, la paix est un mensonge raconté par les gagnants pour faire taire les perdants. Lorsqu'il se bat, il ne se contente pas d'échanger des coups, il tente de prouver que la hiérarchie sociale est fragile. Il devient l'élément chaotique que personne ne peut comprendre parce qu'il ne suit pas la logique de la gratification immédiate. Il ne veut pas de gloire, il ne veut pas d'argent, il veut que tout le monde ressente ce qu'il a ressenti. Et c'est précisément ce détachement des normes sociales qui nous attire et nous fait peur. C'est de l'admiration pour quelqu'un qui a eu le courage d'embrasser sa propre ombre et de la transformer en un pilier stable de son identité. Mais il se passe ici quelque chose d'encore plus profond. Ce besoin de devenir le mal absolu est la dernière tentative du garou pour trouver un but. S'il ne peut pas être le héros qui sauve la situation, il sera le désastre qui obligera chacun à être honnête avec lui-même. En psychologie, il s'agit d'un mécanisme de défense appelé formation de réaction,
dans lequel vous adoptez un comportement opposé à ce que vous ressentez réellement pour cacher votre vulnérabilité. Le garou est, au fond, un idéaliste blessé. Il voulait un monde juste, mais ne l'ayant pas trouvé, il a décidé de devenir l'injustice que personne ne peut ignorer. Il devient le miroir qui reflète l'hypocrisie d'une société qui a besoin de monstres pour se sentir sacrée. Et c'est là que la psychologie de ce personnage commence à devenir vraiment inquiétante, alors qu'il commence à perdre la trace de l'endroit où s'arrête sa protection et où commence sa propre autodestruction. Il est dans un tel état de vigilance que son corps ne sait plus ce que signifie se reposer. Chaque décision, chaque mouvement est filtré à travers ce traumatisme. C'est devenu le résultat direct d'une société qui préfère punir ceux qui sont différents plutôt que de comprendre les souffrances qui se cachent derrière la rébellion. Voir Garou combattre des hordes de héros, même s'il était blessé, empoisonné et épuisé, nous ne voyons pas seulement un guerrier. Nous voyons quelqu'un qui croit que sa seule valeur réside dans sa résistance à la douleur. S'il arrête de se battre, il devra affronter le silence de sa propre solitude, et c'est le seul adversaire qui ne sait toujours pas battre. Si vous pensez que les batailles invisibles de votre esprit méritent également d'être comprises, appuyez ci-dessous et nous continuerons à décrypter ces profondeurs ensemble dans chaque analyse. Ce que la plupart des gens refusent de voir, c'est que les garous ne changent pas seulement physiquement au cours de leur combat. Il subit une mutation dans son âme. Sa transformation n'est pas un power-up animé ordinaire, c'est la représentation visuelle d'un esprit qui a renoncé à être humain pour arrêter de souffrir en tant qu'humain. Mais que se passe-t-il lorsque cet isolement total est remis en question par quelqu'un qui ne se soucie pas des titres ou des étiquettes? Il y a un secret caché derrière les coulisses émotionnelles du garou qui explique pourquoi, bien qu'il soit le monstre, il protège toujours certaines choses, et la révélation de ce paradoxe est ce qui montrera à quel point vous pouvez être sur le point de vous perdre dans votre propre labyrinthe. Laissez-le ici dans les commentaires. Avez-vous déjà eu l'impression de devoir devenir froid pour que les gens arrêtent de vous faire du mal? Comprendre ces mécanismes est la première étape pour ne pas laisser la coquille devenir votre seule vérité. Et cet échange entre nous renforce ceux qui recherchent la profondeur dans un monde d'apparence. Mais préparez-vous, car la suite de cette analyse touchera un point dont presque personne n'a le courage d'évoquer la fin de la file pour ceux qui choisissent la voie du garrot. Il est curieux de voir comment nous nous habituons au poids d'une armure au point d'oublier que nous en portons une. Vous connaissez ces vieilles baskets qui sont déjà moulées à votre pied et vous ne sentez plus où elles appuient? L'esprit fait exactement la même chose avec un traumatisme. Nous cessons de nous demander pourquoi nous réagissons de certaines manières et acceptons simplement que « je suis comme ça ». Mais ce que nous révèle la science de l'esprit, et ce que le garrot révèle dans chaque fibre de son corps changeant, c'est qu'il y a un diagnostic psychologique silencieux derrière cette position inébranlable. Lorsque le rejet devient votre écosystème, votre cerveau cesse de rechercher le bonheur et commence à se concentrer à 100% sur la prévisibilité. Et c'est là que la psychologie de ce personnage commence à devenir vraiment inquiétante, car il entre dans un cycle d'auto-illusion que beaucoup d'entre nous vivent sans s'en rendre compte. La confusion entre essence et mécanisme de défense. Il existe deux mécanismes puissants que le rejet installe dans notre logiciel mental. Le premier est l'évitement. Vous commencez à éviter toute situation, personne ou opportunité qui comporte le risque d'un « non ». Dans l'anime, le garou évite la connexion humaine non par désintérêt, mais parce que la connexion est le terrain où naît le rejet. S'il ne laisse entrer personne, personne ne peut le mettre dehors. Le deuxième mécanisme est encore plus profond, la transformation adaptative. Vous changez qui vous êtes, modifiez votre voix, vos goûts et votre posture pour devenir une version qui, en théorie, est immunisée contre la douleur que vous avez ressentie dans le passé. Le garou n'est pas né avec le désir d'être un monstre. Il s'est transformé en tel pour que la douleur d'être le garçon rejeté soit remplacée par l'adrénaline d'être le chasseur redouté. Il est bien plus facile de supporter la haine des autres que le sentiment d'invisibilité lui-même. Dans la vraie vie, cela crée des gens qui sont de véritables forteresses vides. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui réagit de manière excessive à la moindre critique? Ou quelqu'un qui se ferme complètement lorsque les choses deviennent émotionnellement sérieuses? Ce n'est pas une forte personnalité, c'est un symptôme.
C'est l'impact psychologique d'une mentalité qui donne la priorité à la survie plutôt qu'à l'expérience. Le gros problème de cette vérité cachée est que ce changement devient invisible pour ceux qui en font l'expérience. Le garrot croit fermement que sa quête pour devenir le mal absolu est une décision philosophique et autonome. Il est fier de sa discipline et de sa force, mais si nous regardons derrière la scène émotionnelle, nous verrons que chaque nouveau muscle qu'il gagne est une tentative d'enterrer les pleurs du garçon qui ne comprenait pas pourquoi le monde était si injuste. Il pense qu'il est lui-même, mais en réalité, il est une version de laboratoire créée par sa propre douleur pour s'assurer qu'il ne sera plus jamais vulnérable. Imaginez la scène remarquable dans laquelle il est entouré de plusieurs héros de classe A, même s'il est complètement épuisé. Son corps hurle, sa vision est floue et toute personne censée aurait reculé. Mais le garrot ne recule pas, car, pour son cerveau, reculer, c'est retourner à l'état de victime. Il préfère l'autodestruction physique à la capitulation émotionnelle. Il utilise la technique du point de l'eau qui coule et de la pierre concassée, non seulement comme un art martial, mais aussi comme un moyen d'imposer sa volonté à une réalité qu'il a toujours ignorée. Quand il regarde les héros, il ne voit pas les gens, il voit les déclencheurs de son propre rejet. Et quand tu donnes en les faisant tourner, il fait momentanément taire les voix de son enfance qui lui disaient qu'il ne valait rien. C'est une catharsis violente qui apporte un soulagement temporaire mais ne guérit jamais la blessure originelle. Ce besoin de contrôle est une réponse directe au chaos émotionnel du rejet. Lorsque vous ne pouvez pas contrôler la façon dont les autres vous traitent, vous essayez de contrôler l'impact que vous avez sur eux. Si vous ne pouvez pas être aimé, vous choisissez d'être la raison pour laquelle ils ont peur. C'est une manière détournée de reprendre les rênes de son propre récit. Cependant, le prix de cette transformation est la perte de son identité. Garrot commence à fusionner avec l'idée du monstre au niveau cellulaire. Les vêtements commencent à fusionner avec la peau, le sang change et l'humanité est laissée pour compte. C'est une métaphore puissante de ce qui se produit lorsque nous laissons le ressentiment guider nos décisions de vie. Nous commençons à agir de l'extérieur vers l'intérieur, en réagissant au monde au lieu d'agir conformément à nos valeurs internes. Mais il se passe ici quelque chose d'encore plus profond, quelque chose qui touche à notre difficulté à faire confiance. La confiance exige que nous acceptions la possibilité d'être blessés. Pour les garrots, c'est inacceptable. Ils préfèrent l'isolement total à l'incertitude de la compagnie. Et c'est pourquoi il est si imprévisible. Parce qu'il ne doit aucune loyauté à qui que ce soit et ne recherche la validation d'aucun groupe, il devient une force de la nature qui ne peut être cartographiée. Mais cette liberté est une prison. Il est libre des attentes des autres, mais il est enchaîné à son propre besoin de prouver que le monde a tort. Il dépense toute son énergie vitale à entretenir cette façade d'invincibilité, laissant de côté toute chance de véritable guérison. La vérité est que la plupart d'entre nous portent un garrot intérieur. Cette partie qui dit qu'il vaut mieux être seul, que personne ne comprend notre douleur ou que la seule façon d'être respecté est d'être la personne la plus dure de la pièce. Les révélations sur cet état mental montrent que l'obsession du pouvoir n'est souvent qu'un appel à l'aide déguisé en rugissement. L'impact psychologique de vivre sous cette pression constante est ce qui conduit à l'épuisement que nous voyons chez le personnage. Il n'est pas seulement fatigué des combats, il est fatigué de supporter le poids de sa propre armure. Et c'est à ce stade d'épuisement extrême que les décisions commencent à devenir dangereuses, car lorsque l'esprit de survie prend le contrôle total, il ne se soucie pas de savoir qui il détruit dans le processus, y compris l'autre lui-même. La transformation du garrot est un avertissement sur ce qui se passe lorsque nous cessons de traiter nos traumatismes et commençons à les utiliser comme carburant. Le carburant du traumatisme brûle rapidement et laisse beaucoup de cendres. Nous admirons sa ténacité. Mais ce qu'il refuse de voir et ce que beaucoup d'entre nous ignorent également, c'est qu'être un pilier stable de douleur n'est pas la même chose qu'être fort. La vraie force l'obligerait à faire face au rejet sans avoir à devenir un monstre pour l'endurer. Mais il est déjà allé trop loin. Il a franchi la ligne où le mécanisme de défense est devenu la peau elle-même. Et c'est là que la psychologie de ce personnage atteint un niveau de complexité que peu de gens peuvent suivre. Car, même transformé, même détestant le système, il y a un détail dans la conduite du garrot qui trahit toute sa philosophie de méchant.
Il y a une trace d'humanité qu'il tente désespérément d'effacer, mais qui s'obstine à transparaître dans les moments les plus sombres. Ce qui va être révélé sur le véritable objectif du garou et pourquoi il a choisi la voie du mal vous fera vous demander s'il est vraiment le méchant de cette histoire ou simplement le seul personnage honnête dans un monde de masques. C'est une réflexion lourde, je sais, mais je voulais vraiment avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà remarqué une version survie en vous? Cette attitude ou ce comportement que vous avez adopté juste pour ne plus être blessé, mais qui, selon vous, ne vous représente plus aujourd'hui? Le partager ici dans les commentaires est essentiel, car lorsque nous mettons ces ombres sur papier, elles perdent leur pouvoir sur nous et aident les autres à identifier leur propre armure. Cet échange est ce qui fait de notre communauté un espace de réelle évolution, et pas seulement de divertissement. Mais ne pensez pas que vous avez tout vu. Ce qui se passe lorsque cette mentalité de survie atteint sa limite maximale et entre en collision avec la réalité du pouvoir absolu est quelque chose qui défie toutes les lois de la psychologie dont nous avons discuté jusqu'à présent. La prochaine partie de cette analyse révélera le moment où le masque du garou se fissure enfin, et ce qui en sortira changera à jamais votre façon de voir la douleur et la rédemption. C'est drôle comme nous aimons les histoires de dépassement, mais nous nous arrêtons rarement pour regarder ce qui reste de ceux qui ont tout surmonté par la force brute. Nous regardons Garou et voyons un gars qui a changé la donne, qui a brisé le système et est devenu une force de la nature. Mais a-t-il vraiment gagné la partie? Rejet ou venez-vous de devenir son prisonnier le plus fort? C'est là que nous entrons dans la synthèse philosophique de cet impact final, où la frontière entre force réelle et protection émotionnelle devient si fine qu'elle disparaît presque. Le rejet ne vous détruit pas toujours au sens littéral du fait de vous laisser au sol, incapable de vous relever. Parfois, il fait quelque chose de bien plus dangereux. Il vous reconstruit. Mais la grande question qu'il faut se poser, et que le garou ignore solennellement en écrasant ses adversaires, est de savoir si vous êtes devenu plus fort ou si vous êtes simplement devenu plus inaccessible. Il y a une énorme différence entre avoir des muscles d'acier et avoir un cœur blindé. Lorsqu'on analyse la mentalité du garou à ce stade avancé, on se rend compte qu'il croit avoir trouvé la réponse définitive à son traumatisme. Pour lui, la solution était de devenir le mal absolu pour que le monde, enfin uni par la peur, cesse de créer des victimes comme lui. C'est une logique tordue de sacrifice où il devient le méchant pour réparer un système judiciaire qu'il considère hypocrite. Mais il se passe ici quelque chose d'encore plus profond qui touche notre propre peau. Dans la vraie vie, nous faisons cela tout le temps à plus petite échelle. Vous savez, quand vous décidez que vous n'avez besoin de personne parce que vous avez été déçu par certaines personnes, vous pensez que cette indépendance est une force, mais souvent c'est simplement votre rejet qui crée un mur. Le garou se croit maître de son destin, mais chacune de ses décisions reste une réaction à ce qui lui a été fait étant enfant. Il n'agit pas de son plein gré, il est guidé par le fantôme de cet enfant qui pleurait devant la télé. Imaginez la scène où il atteint enfin une forme qui n'a même plus l'air humaine. La peau est une carapace noire, les yeux brillent d'une fureur qui surpasse la fatigue. Visuellement, c'est le summum de l'évolution. Mais si vous regardez les coulisses émotionnelles de cette scène, ce que vous voyez est un isolement absolu. Il est si fort que personne ne peut plus le toucher, ni physiquement ni émotionnellement. Et c'est là que la psychologie de ce personnage commence à devenir vraiment dérangeante, car la véritable transformation ne devrait pas consister à échapper au rejet par le pouvoir, mais à comprendre ce que cela vous fait. Le garou refuse de regarder à l'intérieur. Il préfère combattre Saitama, Bang, le monde entier, plutôt que de se rendre compte qu'il se soucie toujours de ce que pensent les gens. Son obsession d'être détesté est, ironiquement, la preuve qu'il est toujours lié aux opinions des autres. S'il s'en fichait vraiment, il n'aurait pas besoin de prouver quoi que ce soit. Cette vérité cachée sur la mentalité de survie est ce qui donne lieu aux plus grandes révélations sur l'impact psychologique du traumatisme. Nous créons ces voies neuronales stables où l'agressivité ou l'isolement deviennent notre zone de confort. Pour le garou, la paix serait insupportable car, en paix, il devrait composer avec le silence de qui il est sans sa haine. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à créer un problème ou à vous mettre dans une position défensive simplement parce que le calme vous paraissait mauvais ou dangereux?
Nous devenons accros à l'état d'alerte. Le garrot est un accro à l'adrénaline émotionnelle. Ces décisions, qui semblent si stratégiques et froides, sont en réalité les cris de quelqu'un qui essaie désespérément de ne pas se faire oublier. Il préfère être le méchant que tout le monde craint plutôt que la personne que personne n'a vue. L'impact ultime de ce voyage psychologique nous montre que la force née du traumatisme est une force de résistance et non de création. Le garrot peut résister à tout, mais il ne peut rien créer de nouveau pour lui-même autre que la destruction. Et c'est un reflet effrayant de la façon dont nous traitons notre propre douleur. Nous nous concentrons tellement sur renverser la situation et leur montrer que nous oublions de construire quelque chose qui nous appartient, peu importe qui nous a fait du mal. La mentalité du garrot est un labyrinthe où tous les murs sont faits de miroirs qui reflètent le rejet originel. Il pense qu'il évolue, mais il ne fait que creuser plus profondément dans le même trou. Mais il se passe quelque chose d'encore plus profond ici, une couche qui manque à la plupart des fans de One Punch Man. Si sa force vient de la douleur, que se passe-t-il lorsqu'il rencontre quelqu'un qui ne peut pas être blessé par sa douleur? Lorsqu'il affronte Saitama, il ne fait pas seulement face à un héros fort, il fait face au vide de sens de quelqu'un qui n'est pas motivé par un traumatisme. Cela brise la logique du garrot. Et c'est dans ce choc des réalités que nous réalisons que la véritable transformation ne dépend pas de votre capacité à supporter d'être battu par la vie, mais de votre volonté de désapprendre les défenses qui ne vous servent plus. Garrot est le maître de la technique, mais il est émotionnellement analphabète. Il domine le corps, mais il est dominé par le passé. Ce besoin de validation par la peur est ce qui le maintient dans un cycle sans fin de vengeance. Nous le voyons tout le temps dans les comportements humains réels, le désir de donner le changement dans la vie, d'avoir tellement réussi que ceux qui nous ont rejetés le regrettent. Mais la vérité est que, même au sommet du monde, si votre motivation est la blessure, vous y saignerez toujours. Le garrot est l'exemple ultime de cette tragédie. Il est devenu l'être le plus puissant sur Terre, mais son esprit est toujours celui d'un garçon coincé dans une salle de classe. Baissez sa garde. Et personne ne peut vivre ainsi éternellement sans s'effondrer. Ce que nous refusons de voir, et ce que les garrots tentent de cacher sous des couches de transformation monstrueuses, c'est que le rejet ne perd de son pouvoir que lorsque nous arrêtons de le combattre et commençons à regarder ce qu'il nous a appris sur nos propres besoins. Il n'avait pas besoin d'être un monstre pour être vu, il devait accepter qu'être vu est un besoin humain fondamental, pas une faiblesse. Mais il a choisi la voie la plus difficile, celle du déni total de sa propre humanité. Et le prix à payer est une solitude que même la puissance d'un dieu ne peut combler. On arrive à un point où l'analyse du garrot cesse de porter sur un personnage de fiction et devient celle du miroir que l'on évite de regarder le matin. On admire sa discipline, son silence, sa force inébranlable, mais on oublie de se demander à quel prix tout cela a coûté. Si votre force vous isole du monde, est-ce vraiment une force ? Ou s'agit-il simplement d'une forme de retrait très sophistiquée? Garrot a renoncé à être des gens pour être une idée, et les idées ne sentent pas, mais ils n'aiment pas non plus. Ils n'existent que pour prouver un point. Et il est sur le point de découvrir que prouver ce point est peut-être la chose la plus stupide qu'il ait jamais faite. La complexité de cette situation atteint son paroxysme lorsqu'on se rend compte que le garrot, dans sa quête du mal absolu, finit par être plus éthique que la plupart des héros qu'il chasse. Il y a en lui un honneur que le traumatisme n'a pas pu effacer. Et c'est ce conflit interne, entre le monstre qu'il veut être et l'homme bon qu'il ne peut cesser d'être, qui crée la plus grande tension narrative de toute l'œuvre. Il se divise en deux. D'un côté, la carapace noire d'un monstre. De l'autre, une peau humaine qui ressent encore de la compassion. Ce qui se passe lorsque ces deux parties s'effondrent complètement est quelque chose qui défie toute logique de fin heureuse ou de victoire épique. J'aimerais vraiment savoir ce que vous pensez de ce paradoxe. Pensez-vous qu'il soit possible de transformer une douleur profonde en quelque chose de vraiment positif sans devenir pour autant une personne froide? Ce doute est ce qui pousse de nombreuses personnes à chercher, à comprendre ces arrière-plans émotionnels, et votre expérience peut être la lumière dont a besoin aujourd'hui quelqu'un qui se sent comme le garrot. Laissez votre vision ici dans les commentaires, car cet échange est ce qui nous fait grandir au-delà de la surface. Mais attendez,
car nous n'avons pas encore atteint le cœur de ce mystère. Il y a un moment spécifique dans le combat final qui révèle le plus gros mensonge que le garou s'est dit, et comprendre cette faille dans son armure vous fera regarder vos propres succès d'une manière complètement différente. Ce qui vient maintenant, c'est ce qui définit réellement si le garou est une victime, un héros ou quelque chose que nous n'avons même pas encore de nom à décrire, et la réponse réside dans un détail que presque tout le monde a ignoré jusqu'à présent. C'est fou de penser à quel point nous nous cachons derrière des certitudes justes pour ne pas avoir à faire face aux doutes que le rejet a semés là-bas. N'est-ce pas? Le garou est ce rappel constant que la force sans connaissance de soi n'est qu'une évasion bien entraînée. Si la conversation d'aujourd'hui vous semble différente et vous fait voir des couches que personne ne montre habituellement, appuyez sur le bouton d'abonnement. C'est notre façon de garantir que nous continuons à décrypter cette psychologie lourde des personnages que nous aimons, en apportant toujours cette clarté que le divertissement superficiel a tendance à ignorer. Si vous pensez que cette vidéo est le miroir de quelque chose que vous vivez en silence, laissez un commentaire ci-dessous avec la phrase « Ce message était pour moi ». C'est notre signal que la véritable connexion s'est établie et que vous faites partie de ce groupe qui recherche la profondeur. Et bien sûr, si cette conversation a ajouté de la valeur à votre journée, votre like est ce qui fait que ce type de réflexion touche davantage de personnes qui essaient également de comprendre leur propre armure. Mais bon, notre analyse ne s'arrête pas là. Une vidéo apparaît ici qui complète exactement ce point sur la façon dont le silence et la discipline peuvent être nos plus grandes armes ou nos plus grandes prisons. Cliquez et restez avec moi là-bas, car nous avons encore beaucoup à découvrir sur ce qui se passe lorsque l'esprit décide qu'il a suffisamment souffert. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.